Salut à tous, ce podcast, Antoine et ses copains aiment le rock et Antoine a besoin de son copain pour percer un peu ce qui est pour moi un petit mystère. Et c'est Benjamin Durand qui est là pour m'aider à en parler. Je croyais que je l'avais déjà dit, ton nom, Benjamin, qui fait les grands signes en régie. Enfin bref. Et du coup, on va s'attaquer à Pet Sounds, qui est souvent considéré comme un des plus grands albums de tous les temps. Et qui est encore qui est sorti en 66 aussi, comme plusieurs albums qu'on a déjà parlé ici. C'est quand même une année formidable. À qui le dis-tu? Bah toi Benjamin, et donc qu'est-ce que tu peux dire sur Pet Sounds et où en sont ce groupe les Beach Boys? Peut-être faire un petit Ah oui, historique rapide de ce qui s'est passé? oui, oui, tout à fait. Les Beach Boys, donc un groupe familial, donc trois frères, Brian, Dennis et Carl, leur cousin Mike Love et leur ami d'enfance Al Jardine. Et donc quelques membres qui vont aller et venir autour de ce noyau dur. Et donc qui se forment dans une banlieue de Los Angeles au début des années 60 et qui vont utiliser l'espèce de courant du surf rock pour imposer leur première chanson. Pour avant tout plaire à ce public très particulier qui est le public des surfeurs qui commence à émerger à partir de la fin des années 50 et qui au final est, après l'arrêt de la vague rock initiale, qui est un petit peu le dernier courant qui va entretenir ce qu'on aime, ce qu'on connaît dans la forme la plus classique du rock and roll, surtout sous une forme instrumentale. Les Beach Boys, eux, vont garder l'énergie et vont aussi garder l'aspect de Chuck Berry. Et Ah bah, voilà, notamment Surfing USA, qui est c'est quand un même pastiche. un plagiat total Sweet Little de 16. Sweet Little 16, absolument. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, donc voilà. Et c'est un groupe de 45 tours, du coup c'est les 45 tours qui sortent et qui cartonnent ou déjà les albums se vendent bien aux États-Unis? Comment ça se passe un peu au début des années 60, tu sais? C'est une pléiade de hits en 45 tours, non? Voilà, Que ce soit Get Around. oui, enfin, et puis de toute manière, une fois de plus, les albums, c'est quelque chose d'assez marginal sur le aux États-Unis, c'est quand même il y a un plus gros marché aux États-Unis qu'en Angleterre, Ouais. parce qu'il y a un plus fort pouvoir d'achat et un meilleur équipement des gens oui, d'équipement pour la musique, etc. Mais bon, effectivement, les albums ne sont qu'un prétexte à sortir des produits et de remplissage de chansons qui sont enregistrées, D'accord, mais c'est ça va un peu pas le même beaucoup plus loin. principe qu'en Angleterre. Quand tu dis musique de surfeur, c'est vraiment les surfeurs, ceux qui surfent, qui écoutent ça? Oui. Parce que c'est quand même assez limité finalement, si c'est juste faut être surfeur pour écouter de la musique surf. Pourquoi on parle de surfeur? C'est de la musique jouée par des surfeurs ou c'est de la musique pour plaire aux jeunes surfeurs? Voilà, c'est ça, c'est de la musique pour idéaliser un petit peu la vie californienne comme ça. Et puis les surfeurs sont des gens qui, par définition, voyagent beaucoup. Enfin, le surf est un espèce de mode de vie comme ça les gens qui s'adonnent à ça voyagent beaucoup de plage en plage pour aller chercher les meilleures vagues, etc. Donc c'est une musique qui accompagne un petit peu leur pérégrination comme ça dans cette recherche-là et puis dans cette espèce de vie idéale voilà, c'est la Californie, etc. La Californie de l'époque, c'est le paradis c'est la voiture qui est culte, c'est Ouais, tout ça. Donc voilà, c'est une musique qui accompagne un petit peu ce mode de vie-là au soleil, etc. quoi. d'accord. Mais les Beach Boys, au départ en tout cas, sont donc un groupe relativement local et qui va petit à petit devenir un peu plus gros quand même sur le territoire américain et qui va un petit peu être la première vraie réponse qui va médiatiquement s'opposer, se confronter en tout cas à la British Ouais, Invasion, d'accord. etc. Et ce qui va donner notamment l'occasion à Brian Wilson qui s'impose assez vite comme le Compositeur. leader en studio, enfin comme le directeur musical en studio de tout le groupe et aussi comme principal compositeur, à devenir de plus en plus à l'écoute de tout ce qu'il fait, etc. Et sa première énorme fixette, qui va être une des premières clés indispensables pour comprendre Pet Sounds,
c'est l'obsession que très très vite Brian Wilson cultive pour Phil Spector. D'accord. Et Euh, donc on a quand même oublié de dire que le groupe local et vocal, on était vraiment à l'ère des Platters, tous ces doo-wop, etc. Et c'est vraiment un groupe vocal. Enfin, ils basent aussi vachement leur musique là-dessus, sur Bah, c'est les harmonies de exactement voix ça. incroyables où tout le monde C'est chante. exactement ça. L'espèce de balance entre ces harmonies vocales et, Et la musique surf, qui la était musique. instrumentale à la base. Voilà. Et donc, Pet Sounds, c'est vraiment le premier. C'est vraiment une rupture avec ce qu'il faisait avant. C'est le premier album qui marque la rupture et qui va apporter autre chose et du coup qui va être considéré après comme un chef-d'œuvre. Comment ça vient, ça, justement? Alors, la fascination pour Spector et Voilà. peut-être les Beatles aussi. Il y a déjà Il y a, il y a- il y a- il y a- une filiation avec McCartney. et beaucoup d'autres choses. McCartney, pas forcément Dès le début, ouais. spécifiquement, mais il y a beaucoup de choses. Ben, il y a déjà la première chose très importante que Wilson dit lui-même, c'est, bah, comme beaucoup à cette époque-là, c'est la découverte de l'acide. Et donc les Beach Boys, c'est un groupe qui tourne beaucoup, qui est une espèce de... c'est un peu des bêtes de foire qui sont vraiment envoyées un petit peu partout pour tourner. Ouais, je qu'on les voit sur les plateaux du Ready Stadigo, par exemple. Par C'est exemple, des oui, mais rares bien vedettes sûr, ils vont, américaines, en tant que groupe en tout cas. Ouais, Voilà, blanc. ouais, en plus. Donc, oui, tout à fait. Et Wilson, après sa première expérience à l'acide, va développer une espèce de mélodie boogie-woogie qui va faire dériver vers quelque chose d'un peu plus fantaisiste et psychédélique. Et ça va être un morceau qui n'est pas sur Pet Sounds, Ouais. mais qui est California Girl, qui est donc le premier morceau inspiré de ça. Et à partir de cette première tentative, il va en fait devenir obsédé par la composition au point de lâcher le groupe en tant que musicien de tournée. Il est arrête de fatigué. tourner, quoi. Il se Voilà. consacre à la direction musicale et à la composition. Il est fatigué, Brian Wilson est fatigué, il n'en peut plus et pour tenir le rythme, il veut rester en studio. Il n'en pouvait plus non plus de leur père, du père de son père à lui et des deux autres frères qui étaient leurs managers, et donc il arrive à se passer de lui et à le faire virer du truc pour avoir plus de contrôle. Et donc ce qu'il propose au groupe, c'est partez en tournée sans moi. Donc là, il recrute un nouveau membre qui s'appelle Bruce Johnston. Ouais. Et effectivement, les musiciens partent en tournée sans Brian Wilson. Et Brian Wilson, lui, va s'enfermer en studio à Los Angeles et avec des musiciens de studio d'ailleurs, pour la plupart piqués à Phil Spector. D'accord. Et il va se mettre à composer et à enregistrer des chansons pour Pet Sounds. Alors, comment tu pourrais expliquer à des gens, moi j'ai écouté Pet Sound plusieurs fois, je trouve qu'il y a deux, trois perles magnifiques, mais pourquoi est-ce un album aussi marquant et pourquoi est-ce aussi important et pourquoi c'est toujours cité comme parmi les meilleurs albums du monde? La production est quelque chose qui n'a jamais été Poussé à ce point-là. entendu jusqu'alors, parce que au niveau de l'écriture, déjà c'est une vraie introspection, Ouais. donc quelque chose qui était, bon évidemment là encore, qui tire aussi beaucoup d'influence de Bob Dylan, mais avec une réflexion sur le son complètement folle. Ouais. On entend tout, des clochettes, des accordéons, Ouais. les roulements les roulements de percussion, là aussi C'est complètement même piqués à J'ai Spector. envie de dire que c'est même quasiment le son est plus cristallin, plus clair que les enregistrements de Spector. Hein. Oui, Enfin, je trouve, bien sûr. il arrive à pousser le truc plus loin et Bien à sûr, bah, surpasser le maître quelque part en tout bah, cas, sur certains morceaux. oui, mais là. enfin, on est aussi à une période où la technologie d'enregistrement Ouais. fait des bonds géants. Et effectivement, Spector était arrivé dans une espèce d'impasse, même si il arrive à produire un dernier chef-d'œuvre en 66 qui est River High, Mountains Deep pour Ike et Tina Turner, Ouais. mais d'ailleurs qui fera un flop. Parce que l'album est bourré de remplissage Voilà. par la chanson titre. Voilà, mais la chanson titre, là je parlais vraiment de la chanson titre, Le single est qui extraordinaire. reste un monument total, cette espèce de combat de Tina Turner contre les montagnes wagnériennes produites par... Ike n'a pas la permission de franchir la porte du studio, etc., qui signe juste le contrat. Ouais. Oh, c'est génial. Et donc, vas-y, parle-nous un peu de l'album, du coup, qui se sur Would It Be Nice, que vous connaissez tous, et qui est devenu
Pas une merveille. Une merveille, et puis qui est surtout resté comme une espèce d'hymne à la joie, quoi. Ah oui, superbe. Et qui est en décalage peut-être avec le personnage torturé qui est Brian Wilson. Comment il peut arriver à écrire une chanson aussi positive. D'ailleurs, c'est Tony Asher qui écrit les paroles. Hein. Tout à fait. Donc Brian Wilson n'écrit pas de paroles? Non, pas là-dessus, ou c'est toujours été un peu... Non, au début, quand c'était des bluettes, etc., il écrivait volontiers les paroles, enfin aidé souvent de Mike Love, de gens comme ça. Enfin voilà, c'était pas forcément... Wilson était vraiment Wilson, c'était vraiment le cerveau. Ça voulait pas dire que c'était forcément lui qui composait tout, paroles, musique et tout ça. Mais Wilson était vraiment le sculpteur du son. Il faut le percevoir comme ça, comme un vrai sculpteur, comme un vrai... Voilà, enfin, détail important, Wilson, c'est quelqu'un qui est sourd d'une oreille. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui n'entend pas les choses de la même manière que tout le monde. Donc, il y a une vraie introspection. Il faut de la mono, quoi. Ouais, non, tout à fait. Et donc, non, Anthony Asher est donc un mec qui vient de la pub, en fait, et qui va effectivement essayer de traduire les idées de Brian Wilson à travers des paroles un petit peu plus littéraire, un petit peu plus... voilà. Et donc, voilà, c'est une espèce de plongée dans l'introspection c'est une espèce de coming to age album, en fait, Pet Sounds. C'est comment affronter les angoisses de la vie d'adulte quand on est toujours hanté par ses rêves d'enfant. Et c'est vraiment la magie de ce disque. Enfin bon... avec une grande tendresse dans les chansons d'amour, dans l'espèce et ce qui est magnifiquement illustré par Don't Talk Put Your Head on My Shoulder, qui est quand même une des chansons les plus tendres qu'on puisse imaginer. Et puis c'est aussi, il y a aussi la présence des deux instrumentaux qui sont assez merveilleux et qui sont assez inhabituels à l'époque sur les albums de pop music. Let's Go Away for a While, qui est... C'est des paysages absolument magnifiques. On pourrait comparer ça au cinéma de Terrence Malick en termes de beauté, pureté sonore, quoi. Oui, tout à fait. Et vraiment avec, je sais pas, cette espèce de, une fois de plus, ce mélange de mélancolie et de fantaisie tout enfantine. Ouais. Et c'est vraiment cette espèce de point de vue-là qui est tout à fait... novateur et que les gens d'ailleurs ne vont pas comprendre à l'époque, en tout cas le grand public, mais qui va complètement fasciner les pères des Beach Boys. Parce que l'album se vend vachement moins bien que les précédents. Encore une fois, les gens ne sont peut-être pas préparés, s'attendent à un album des Beach Boys classique, léger, et là ils se retrouvent avec un truc nouveau, et du coup l'album se vend pas très bien. Il n'est pas porté par un single aussi, enfin celui dont tu as parlé tout à l'heure. Il y avait California Girls qui était avant, effectivement, qui va être un très grand succès. Et après, donc, l'album, il y a God Only Knows qui est dans ce même registre, hein, une espèce de merveille, pureté sonore incroyable, non? Enfin, on a tout dit sur God Only Knows, effectivement, une des plus... chanté par Carl, quand même. Une des mélodies les plus pures qui soit, chantée par Carl, et même encore à la dernière tournée de reformation des Beach Boys. C'est une vidéo de Carl qui chantait le truc. Ils avaient pas voulu que quelqu'un d'autre chante la chanson à sa place, vu qu'il est mort en 98. Voilà, c'est une merveille, etc. Et puis c'est aussi, de manière un petit peu plus musicologue, un des premiers disques qui est l'occasion d'introduire à des chansons pop des sons d'ambiance, et ça va être le son tout à fait caractéristique à la fin de Caroline No, de ce train qui passe, donc qui est vraiment c'est vraiment un souvenir d'enfance que Wilson voulait absolument incorporer au disque, ce souvenir du passage des trains et de l'espèce de petite sonnerie de cloche qu'il y a pour que les voies soient fermées, etc., avec des bruits d'aboiement de chiens, pour décrire un petit peu la vie de banlieusard californienne. D'accord. Et du coup, l'album va quand même être joué sur scène par les autres membres, sans Brian Wilson après, en partie quelques chansons, effectivement, oui, parce que de toute façon, après la sortie de l'album, ça sur scène. Les Beach Boys vont repartir sur scène.
quand Brian Wilson se mettra au travail sur ce qui sera le projet avorté Smile, mais qui au moins donnera l'occasion du single Good Vibrations. Le plus grand titre de tous les temps aussi encore. Absolument. Est-ce que tu veux rajouter un truc? Tu as une chanson dont tu voudrais parler? Parce qu'on a été assez... Moi, tu m'as paru très clair, tu m'as un peu éclairé. Je vais le réécouter du coup. On finit là-dessus, Benjamin? Oui, non, mais juste la chanson, juste pour la petite anecdote, la chanson I Know There's an Answer, qui a été en fait réenregistrée avec des paroles refaites, parce que au départ la chanson était censée s'appeler Hang On To Your Ego, et ça c'est Mike Love qui a censuré ça parce qu'il a trouvé que les paroles étaient ouvertement beaucoup trop ouvertement une référence à la consommation de drogue de Brian Wilson. Et pour l'anecdote, Frank Black, sur son excellent premier album solo, va faire une reprise de Hang On To Your Ego, la version originale, et qui va en faire un single de son premier album solo. D'accord, du coup ça a inspiré beaucoup de monde, et notamment McCartney. De toute façon, les Beatles ont toujours dit que c'était le travail fait sur Pet Sounds qui les a motivés pour essayer de le surpasser en production, pour faire Sgt. Pepper. Au même moment, du coup, ils se retirent aussi de la scène et ils deviennent tous des requins de studio, c'est pas le terme, mais en tout cas, ils deviennent complètement passionnés par le studio. Ils vont commencer à enregistrer pendant plus longtemps, peut-être pour arriver à reproduire ce genre de son, quoi. En tout cas, mais dans un autre registre. Mais bon. Merci en tout cas, Benjamin, super. On va tous réécouter ça et puis on vous embrasse très fort. À plus.